Chapitre 1. La mise en place. Les longues ombres automnales s'étendèrent sur les pelouses impeccables du manoir d'Ashcombe, une demeure seigneuriale qui dominait la campagne depuis près de 2 siècles. Les hautes fenêtres reflétaient le pâle soleil d'octobre, tandis que les feuilles cuivrées des vieux chênes tombaient sur l'allée de gravier. À l'intérieur, les préparatifs allaient poler bon train pour un dîner intime mais distingué. L'hôte, Sir Reginald Whitcomb, avait vécu à Ashcombe la majeure partie de sa vie. Grand, mince, légèrement voûté par l'âge, Sir Reginald se tenait avec une grâce impérieuse propre à un autre siècle. Malgré ses 70 ans, il conservait le regard perçant d'un faucon et la diction précise d'un homme ayant passé sa carrière au service du gouvernement. Ses invitations n'étaient jamais à prendre à la légère. Quand Sir Reginald convoquait, on arrivait. La liste des invités était curieuse, comme c'est souvent le cas. Parmi eux se trouvait Lady Eleanor Whitcomb, sa seconde épouse, beaucoup plus jeune, encore belle, même si on murmurait que son mariage était moins une histoire d'amour qu'une affaire. Eleanor, de 25 ans sa cadette, était raffinée, posée, et sa voix trahissait une pointe d'impatience chaque fois que son mari parlait trop longtemps. Il y avait aussi le docteur Charles Lytton, médecin de famille et ami de longue date de Sir Reginald. Charles était un homme d'une 50aine d'années, aimable, amateur de cigares et enclin au rire, parfois forcé. Sa dévotion à Lady Eleanor faisait l'objet de spéculations discrètes dans le quartier. Mademoiselle Clara Whitcomb, fille de Sir Reginald issue de son premier mariage, était également présente. Cette femme d'une 30aine d'années avait hérité des yeux noirs et de la mâchoire ferme de sa mère. Clara était indépendante d'esprit, enseignante à Londres, et considérait la seconde épouse de son père avec une politesse froide qui ne dissimulait guère sa désapprobation. Parmi les invités se trouvait également Edward Markham, avocat et neveu de Sir Reginald. Edward était un jeune homme solide de 35 ans, prudent dans ses manières, peut-être trop prudent. Il avait assisté Sir Reginald dans les questions de succession, même si on murmurait qu'il était davantage préoccupé par l'héritage qui pourrait lui revenir un jour. Madame Violette Chudleigh, une veuve aux proportions généreuses et à la curiosité infinie, complétait le groupe. Elle connaissait les Whitcomb depuis des années et ne cachait pas son affection pour Sir Reginald. Violette se contentait de laisser les autres se demander si cette affection avait jamais tourné à l'ambition. Et enfin, il y avait un inconnu, ou presque. Anthony Redfern, un jeune homme d'une 20aine d'années, beau, impeccablement vêtu, avec un sourire trop vif et un regard trop scrutateur. Il fut vaguement présenté comme une connaissance de Lady Eleanor, issue de la haute société londonienne. Sa présence en fit sourciller plus d'un. L'atmosphère de la soirée promettait, du moins en apparence, d'être civilisée. Le salon brillait de boiseries polies, de portraits au cadre doré et de la douce lueur du feu. Les verres trinquaient, les conversations polies ondulaient. Et pourtant, sous la courtoisie, on sentait des courants plus sombres, du ressentiment, de la jalousie, des secrets soigneusement enveloppés de mots doux. Le dîner fut servi à 8 heures précises, comme le voulait la coutume de Sir Reginald. La longue table en acajou était éclairée par des candélabres en argent, dont les flammes brillaient dans l'air calme. Faisans rôtis, asperges et bons bourgognes furent servis aux convives. Pourtant, à mesure que les plats avançaient, il devenait de plus en plus évident que l'harmonie n'était pas au rendez-vous. Clara, parlant de sa voix claire et déterminée, pressa son père de lui parler de ses projets pour le domaine. « Vous n'envisagez tout de même pas de vendre d'autres terres, père ? Les villageois sont déjà inquiets. Le manoir a des responsabilités. » Les lèvres fines de Sir Reginald se pincèrent. « Je suis bien conscient de mes responsabilités, Clara. C'est moi qui gère le domaine, pas vous. » Lady Eleanor intervint avec un léger sourire. « Votre père a été mis à rude épreuve. Edward a été d'une grande aide pour alléger son fardeau. » Le regard de Clara vers Edward était froid, presque hostile. Edward s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Pendant ce temps, Anthony Redfern racontait à Lady Eleanor une histoire londonienne, se penchant un peu trop près. Le regard de faucon de Sir Reginald ne manquait de rien. Sa main serrait son verre de vin. Madame Chudleigh, désireuse d'apaiser la tension croissante, se tourna vers le docteur Lytton. « Vous devez nous dire, Charles, comment se porte votre nouvelle clinique à Market Harborough ? J'ai entendu dire que c'était une grande réussite. » Le docteur rit de bon cœur, mais avec une pointe de tension. « Un succès modeste, Violette. On fait ce qu'on peut. » Son regard cependant se porta sur Lady Eleanor qui ne leva pas les yeux de son assiette. La conversation allait et venait, mais les tensions sous-jacentes s'intensifiaient.
C'était le genre de dîner où les mots étaient des armes, les sourires des boucliers, et où chaque invité quittait la table en sachant plus qu'il ne l'admettait. Après le dîner, le café fut servi à la bibliothèque. La grande horloge sonna 10 heures. Un orage s'abattait sur les fenêtres, la pluie zébrant les vitres et faisant vibrer les carreaux. C'est alors que Sir Reginald fit son annonce. Se levant, avec l'air de prononcer un jugement, il regarda les visages. « Mes amis, dit-il, ce soir je dois être franc. J'ai pris une décision concernant Ashcombe et l'héritage de Whitcomb. Il y a eu trop de spéculations, trop de manœuvres. J'ai l'intention de mettre les choses au clair. » Le silence se fit dans la pièce. Edward Markham s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. La main de Clara se crispa sur l'accoudoir. Le sourire de Lady Eleanor s'évanouit. « Demain, poursuivit Sir Reginald, je convoquerai mon notaire. Un nouveau testament sera rédigé. Il n'y aura plus de retard. » Il marqua une pause, son regard s'attardant sur chaque invité tour à tour. « Et permettez-moi d'ajouter ceci. Ceux qui ont cherché à m'influencer par tous les moyens verront leurs efforts vains. Je ne suis pas si facilement dupe. » Un silence s'installa. Dehors, l'orage hurlait. À l'intérieur, le crépitement du feu parut soudain fort. Madame Chudleigh rit nerveusement. « Eh bien, c'est tout à fait décisif, Reginald. » Mais personne ne lui fit écho. L'atmosphère était tendue, comme si des lignes invisibles avaient été tracées à travers la pièce. Finalement, Sir Reginald les congédia d'un bref hochement de tête. « Cela suffit pour ce soir. Demain, nous nous lèverons tôt. » Les invités se retirèrent dans leurs appartements, chacun emportant avec lui ses pensées inexprimées. Les couloirs d'Ashcombe étaient silencieux, à l'exception du souffle du vent et de l'écho lointain de la tempête. Et même si personne ne le savait encore, l'un d'entre eux avait déjà décidé que Sir Reginald Whitcomb ne verrait jamais l'aube du lendemain. Chapitre 2. Le crime. La nuit s'abattait lourdement sur le manoir d'Ashcombe. L'orage faisait rage avec une férocité implacable, balayant en trombe les vieux murs de pierre et sifflant dans chaque fissure et cheminée. Les couloirs étaient sombres et silencieux, éclairés seulement par une lampe vacillante. Derrière les portes closes, les invités se retirèrent, inquiets, même s'il était peu probable qu'ils trouvent le sommeil. Dans sa chambre, Sir Reginald Whitcomb était assis à un bureau en acajou, une lampe unique projetant un léger cercle de lumière sur le buvard. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit avec sa précision habituelle. Sa main ne tremblait pas, son esprit était serein. Le document devant lui était un brouillon de notes à remettre à son notaire le lendemain matin. Ainsi, sa succession serait enfin sécurisée, hors de toute manipulation. Pourtant, tandis qu'il écrivait, il sentait la tempête se rapprocher des fenêtres, comme si le monde lui-même témoignait de sa détermination. Il ne s'arrêta qu'une seule fois, jetant un coup d'œil vers la porte. Un bruit de pas dans le couloir parvint faiblement, puis cessa. Il retourna à son écriture, serein. Il était peu après minuit lorsque l'acte fut accompli. La maison resta silencieuse, à l'exception du sifflement du vent et du crépitement de la pluie. Une horloge dans le couloir sonnait la demie. L'orage couvrait les bruits plus doux, le craquement des planches, le loquet levé, le lent mouvement d'une poignée. Une ombre avançait, dans le couloir, invisible, inaudible. Le matin a révélé ce que la nuit avait caché. Ce fut Clara qui le découvrit. Levée tôt, agitée par une nuit de sommeil agité, elle descendit à la bibliothèque. Elle comptait peut-être y prendre un livre ou affronter une nouvelle fois son père avant l'arrivée du notaire. Elle poussa la lourde porte et entra. Le feu dans la cheminée s'était éteint. Les rideaux étaient à moitié tirés, laissant entrer la pâle lumière de l'aube, baignée par la pluie. Sir Reginald Whitcomb était assis au grand bureau, la tête penchée en avant, le corps raide dans son fauteuil. Les papiers qu'il avait écrits gisaient éparpillés, une page maculée d'encre là où la plume lui avait glissé des doigts. Clara resta un instant figée, incapable de comprendre. Puis elle poussa un cri bref et étranglé, qui résonna dans la maison silencieuse. Quelques instants plus tard, des pas précipités descendirent-ils l'escalier. Lady Eleanor, pâle dans sa robe de chambre en soie, suivie de près par Edward Markham. Derrière eux, Madame Chudleigh, la silhouette ample et tremblante, et le docteur Lytton, habillé à la hâte, les cheveux en bataille. Anthony Redfern apparut le dernier, lissant ses manchettes, le regard alerte. Ils entrèrent ensemble dans la bibliothèque et la scène les stupéfia. Le visage de Sir Reginald, autrefois vif et autoritaire, était vidé de ses couleurs. Ses lèvres étaient un peu bleutées
ses yeux mi-clos, sa posture figée. Un silence de mort planait indéniablement dans l'air. Ce fut le docteur Litton qui s'avança le premier, se précipitant vers le bureau. Il se pencha sur le corps, les doigts pressés contre le cou, les sourcils froncés, examinant le visage et les lèvres. Finalement, il se redressa, la voix grave. « Il est mort. Dans la nuit, je dirais. Et... » Il hésita, son regard se portant sur Lady Eleanor. « Ce n'est pas naturel. »« Que veux-tu dire » demanda Eleanor d'un ton sec, mais sa voix tremblait. L'expression de Litton était troublée. « Je veux dire, du poison. Les lèvres, la pâleur, la raideur, c'est indéniable. » Un murmure parcourut le groupe. Le visage de Clara était pâle et figé. Edward s'agitait avec inquiétude. Madame Chudleigh étouffait un cri avec son mouchoir, et le regard d'Anthony Redfern allait d'un visage à l'autre avec un intérêt rapide et indéchiffrable. « Du poison » murmura Eleanor. « Mais comment ? Qui » Le docteur Litton l'interrompit. « Nous devons appeler la police immédiatement. » Pourtant, tandis qu'il parlait, les implications s'imposaient à tous. Sir Reginald avait des ennemis, certes, mais pas des ennemis lointains. Le cercle de ceux qui auraient pu s'emparer de sa nourriture, de sa boisson ou de ses papiers était certes restreint, confiné au mur même d'Ashcombe. La tempête avait coupé les lignes téléphoniques. Édouard le confirma après une vérification rapide dans le hall. Ils étaient isolés, jusqu'à ce qu'ils puissent rejoindre le village. Personne ne pouvait sortir, aucun message ne pouvait être envoyé. La maison était scellée, telle une scène sur laquelle devait se jouer le dernier acte d'un drame sinistre. La voix de Clara rompit le silence. Hier soir, il a dit qu'il modifierait son testament. Il a dit qu'il verrait le notaire aujourd'hui. Elle parcourut la pièce du regard, le regard fixe, accusateur. Quelqu'un ici n'a pas voulu laisser faire ça. Personne ne parlait. Dehors, la pluie battait les fenêtres. L'orage était implacable. Ce fut Madame Chudleigh qui murmura finalement. « Mais qui ? Qui parmi nous ?» Elle s'interrompit, frissonnante. Le docteur Litton répondit d'un ton sombre. « Violette, c'est la question que la police posera, et je crains qu'aucun d'entre nous ne puisse y échapper. » La tempête continuait de faire rage, les enfermant dans leurs soupçons. Et même s'ils l'ignoraient encore, le destin avait déjà fait en sorte que l'homme en Angleterre le plus capable de percer leurs secrets vienne au manoir d'Ashcombe avant la fin de la journée. Chapitre 3. L'arrivée. La tempête s'était calmée au matin, laissant la campagne propre et enveloppée d'une brume humide. L'allée de gravier du manoir d'Ashcombe scintillait de flaques d'eau, et des branches gisaient éparpillées là où la tempête les avait arrachées aux arbres. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était tendue, les conversations étouffées, les mouvements prudents. Le corps de Sir Reginald avait été étendu dans le petit salon, recouvert respectueusement d'un drap, tandis que les invités s'agitaient comme des ombres inquiètes, liées par la peur et la suspicion. Il était un peu avant midi lorsqu'une automobile apparut sur la route qui serpentait vers les portes du manoir. On entendit son approche avant de la voir. Le ronronnement régulier du moteur rompait ce silence anormal. Clara, debout à l'une des hautes fenêtres, aperçut le véhicule qui s'engageait dans l'allée. « C'est un visiteur, dit-elle sèchement. Qui cela peut-il être ?» La voiture, une berline noire impeccable, s'arrêta devant le grand perron de pierre. De l'intérieur émergea une petite silhouette méticuleuse. L'homme qui descendit était impeccablement vêtu d'un costume gris, un chapeau melon bien en place sur la tête. Il s'arrêta, retira une paire de gants impeccables et observa la maison d'un œil qui semblait saisir chaque détail. C'était Hercule Poirot. On ne l'attendait pas, et pourtant sa présence, une fois aperçue, semblait étrangement inévitable, comme si la gravité de la tragédie d'Ashcombe l'avait attiré par un cordon invisible. Lady Eleanor, descendant l'escalier, poussa un petit cri de reconnaissance. « Monsieur Poirot !» Mais, comme c'est extraordinaire. Poirot inclina la tête, un sourire à la fois poli et énigmatique aux lèvres. « Madame, je vous demande pardon pour mon intrusion. Je reviens de Lexter, où je m'occupais d'une affaire mineure. La tempête de la nuit dernière m'a contraint à me réfugier à Market Harborough. Et c'est là que j'ai rencontré par hasard le docteur Litton ce matin. Il semblait, comment dire, troublé. Lorsqu'il m'a fait part de votre malheur ici, j'ai cru devoir venir. Si je vous dérange, pardonnez-moi. » Le docteur Litton, s'avançant, ajouta rapidement. « En effet, Lady Eleanor, j'ai trouvé cela judicieux. Les autorités ne peuvent être contactées tant que les lignes ne sont pas réparées. Et en attendant, nous sommes isolés. Je ne vois personne de mieux placé que M. Poirot pour nous guider.
Edward Markham, resté silencieux dans le hall, semblait quelque peu inquiet. C'est irrégulier. La police souhaitera mener sa propre enquête. Poirot leva la main d'un geste délicat. Mais oui, monsieur, la police viendra. Mais en attendant, il parcourut lentement du regard les visages rassemblés. Il serait sage d'éviter tout malentendu. En attendant leur arrivée, il est primordial que rien ne soit dérangé. Rien du tout. Madame Chudleigh, visiblement troublée, s'exclama. « Mais, monsieur Poirot, vous ne soupçonnez sûrement aucun d'entre nous ?» Le sourire de Poirot s'épaissit, sans toutefois atteindre ses yeux. « Madame, je ne soupçonne rien. Je me contente d'observer. C'est mon métier. » Il ôta son chapeau, le posa délicatement sur une table basse et lissa ses moustaches immaculées. Puis il regarda de nouveau Lady Eleanor. « Madame, pourriez-vous me montrer la pièce où le malheureux Sir Reginald a été découvert ?» La bibliothèque était silencieuse lorsqu'ils entrèrent. Les rideaux à moitié tirés, une légère odeur de fumée persistant du feu qui avait brûlé doucement dans la nuit. Poirot avançait lentement dans la pièce, le pas précis, son regard s'attardant sur de petits détails que d'autres avaient négligés. Il examina les papiers éparpillés, le stylo tombé, le verre sur le bureau. « Dites-moi, » dit-il doucement, « ce verre a-t-il été testé ?»« Il est encore à moitié plein. » Le docteur Lytton secoua la tête. « Personne n'y a touché depuis. J'ai tout de suite soupçonné du poison, mais j'ai préféré laisser les choses telles quelles. » Poirot hocha la tête d'un air approbateur. « Très bien, le verre est toujours là. Les papiers aussi. Et le feu, il affaiblit, certes, mais voyez. » Il se pencha, soulevant un morceau carbonisé de la grille avec les pinces. « Ici, quelque chose a été brûlé à la hâte. Une lettre, peut-être ? Les bords témoignent d'une précipitation, d'une interruption. Quelqu'un voulait détruire, mais a été dérangé avant la fin de la tâche. » Clara, qui l'avait suivi dans la pièce, parla avec une amertume contenue. C'était Père qui était perturbé. Il avait l'intention de faire venir son notaire. Quelqu'un savait qu'un nouveau testament les ruinerait, alors ils l'ont tué. Poirot se retourna, ses yeux sombres scrutant son visage. « Vous parlez avec une grande assurance, mademoiselle. »« Parce que c'est la vérité, » dit simplement Clara. Poirot l'observa encore un instant avant d'acquiescer légèrement. « Peut-être, peut-être pas. La vérité, mademoiselle Whitcomb, est rarement aussi simple qu'on le souhaiterait. Elle est comme la lumière à travers un vitrail, brisée, réfractée. Il faut examiner chaque fragment. » Il retourna vers le bureau et ramassa l'une des notes éparses, écrites par Sir Reginald. Ses lèvres se pincèrent. Il a écrit avec beaucoup de soin, et pourtant, remarquez, les dernières lignes sont hâtives, inégales. Quelque chose l'a perturbé au dernier moment. Qu'était-ce? Un bruit? Une présence? Il est là, l'indice, mais caché. Anthony Redfern, adossé à la cheminée, prit la parole pour la première fois. Son ton était doux, presque amusé. « Certes, monsieur, tout cela est inutile. Une tragédie, certes, mais ne pouvait-il pas s'agir de cause naturelle, après tout? L'homme était vieux. » Le regard de Poirot se tourna vers lui, et le petit Belge secoua lentement la tête. « Non, monsieur. La mort est toujours naturelle, en fin de compte. Mais celle-là a été assistée, et je vous le dis, la main qui a tenu le poison la nuit dernière est celle de quelqu'un qui se tient encore aujourd'hui dans cette maison. » Un silence pesant et oppressant s'abattit sur le groupe. Les mots semblaient flotter dans l'air comme une brume persistante aux fenêtres. Poirot se redressa, époussetant la poussière invisible de sa manchette. « Messieurs, mesdames, je vais maintenant m'adresser à chacun d'entre vous, en tête à tête, car dans la solitude, le masque tombe et la vérité commence à éclater. Et Hercule Poirot, lui, voit très clair. » Chapitre 4. Les questions commencent. Le salon d'Ashcombe avait été aménagé à la hâte en un lieu propice à l'étude. Poirot, bien droit dans un fauteuil à haut dossier, insista pour qu'une petite table soit disposée à ses côtés pour son carnet et qu'un vase de fleurs soit soigneusement disposé, qu'il ajusta avec le plus grand soin avant de commencer. Ses moustaches brillaient, parfaitement symétriques, tandis qu'il observait les environs avec satisfaction. Ordre, symétrie, méthode. Tout cela est essentiel, mon ami, fit-il remarquer au docteur Lytton qui s'était attardé nerveusement à proximité. Quand la pièce est correcte, l'esprit l'est aussi. Et maintenant, commençons. Il convoqua la première personne de la maisonnée à être interrogée, Lady Eleanor. Elle entra avec grâce, bien que la pâleur de son teint et la tension aux commissures de ses lèvres trahissaient son agitation. Elle s'assit en face de Poirot avec une assurance qui semblait presque provocante. « Madame, commença doucement Poirot, vous êtes peut-être la dernière à avoir vu Sir,
Réginald vivant, après le café, la conversation? Je me suis retiré peu après, répondit-elle d'une voix basse mais assurée. Je l'ai laissé à la bibliothèque. Il semblait fatigué mais déterminé. Résolu, oui, murmura Poirot. Et pourtant, madame, on parle d'un Nouveau Testament. Étiez-vous au courant de ses intentions? Ses yeux vacillèrent, puis se stabilisèrent. Il l'a mentionné? Mon mari aimait faire des déclarations. Je n'y ai pas prêté grande attention. Poirot pencha la tête. Et pourtant, une telle déclaration, elle n'est pas anodine, madame. Changer la disposition d'un grand domaine, c'est changer bien des destins. Cela ne vous concernait-il pas? L'espace d'un instant, le sang-froid d'Éléonore vacilla. Elle joignit les mains fermement, puis dit « J'ai épousé sœur Réginald en sachant que ses biens appartenaient à sa famille. Je ne me fais aucune illusion. S'il choisit de me déshériter, qu'il en soit ainsi. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Si noble, si résigné. Et pourtant, madame, je pense que vous n'êtes pas aussi indifférente que vous le suggérez. Mais nous verrons bien. » Il la congédia d'un salut courtois. Puis vint Clara, l'air calme et direct. Elle fit face à Poirot sans hésitation. « Mademoiselle, dit-il, c'est vous qui avez découvert votre père ce matin. Dites-moi exactement ce que vous avez vu. » Elle raconta ses pas, sa nuit blanche, sa descente à l'aube, la vue de son père affalé à son bureau. « Tu n'as rien touché ?» demanda Poirot. « Non, j'ai appelé immédiatement. Les autres sont arrivés presque aussitôt. » Poirot hocha lentement la tête. « Et vous avez des sentiments très forts concernant la succession de votre père? » « J'ai un profond sentiment de responsabilité, dit Clara sèchement. Le domaine est le cœur d'Ashcombe. Il n'appartient pas à ceux qui flattent ou complotent, mais à ceux qui le préserveront. Mon père était aveugle, trop fier pour voir comment on le manipulait. » Poirot se pencha en avant, le regard fixe. « Par qui, mademoiselle ?» Les lèvres de Clara se pincèrent. « Tu le sais très bien. Par elle. »« Lady Éléonore ?» demanda Poirot. Clara esquissa un petit sourire froid. Elle et ses amis. Son regard, rapide et dédaigneux, incluait Anthony Redfern dans le couloir. Poirot tapota légèrement ses doigts. « Vous parlez avec conviction, mademoiselle. Mais conviction n'est pas une preuve. Néanmoins, je vous remercie. » Edward Markham fut ensuite introduit. Il était mal à l'aise, ses mouvements saccadés, son regard fuyant. « Monsieur Markham, dit Poirot avec gentillesse, vous assistiez sœur Réginald dans ses affaires. Vous devez être au courant de ses intentions. » Edward s'éclaircit la gorge. « Oui. Il me consultait souvent. Mais pour ce qui est d'un Nouveau Testament, il n'en a parlé que brièvement. Je n'avais aucun détail. »« Aucun détail ?» répéta doucement Poirot. « Et pourtant, hier soir, il l'a déclaré à toute la compagnie. Cela ne vous a-t-il pas surpris ?» Edward hésita. « J'ai cru qu'il parlait dans le feu de l'action. Il faisait souvent des déclarations théâtrales. » Le regard de Poirot s'attarda sur lui. « Mais vous êtes avocat. Vous connaissez la gravité de ces affaires. Si la succession était transmise à quelqu'un d'autre, vos propres perspectives pourraient s'amenuiser, n'est-ce pas ?» Une rougeur monta aux joues d'Edward. « Je ne peux pas nier que j'espérais hériter, mais cela ne veut pas dire que je souhaitais sa mort. »« Non, » acquiesça doucement Poirot. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais cela vous donne un mobile, monsieur. Le mobile est la graine, et de la graine naît l'acte. Nous verrons si le vôtre a porté ses fruits. » Edward partit, transpirant visiblement. Madame Chudleigh fut la suivante, sa silhouette ample tremblante tandis qu'elle s'installait sur la chaise. Elle serrait un mouchoir et s'essuyait le front. « Pauvre Réginald, soupira-t-elle. Quelle chose terrible. Du poison, dit-on. Mais qui a bien pu faire une chose pareille ? » « C'est précisément ce que je cherche à savoir, répondit Poirot. Dites-moi, madame, comment s'est passée votre soirée ? Je m'en souviens parfaitement, dit-elle rapidement. Nous avons dîné, discuté de broutilles, puis cette terrible annonce est arrivée. J'étais sous le choc, bien sûr. Tout le monde l'était. Choqué, oui. Et après ? Je suis allé dans ma chambre. J'ai mal dormi. La tempête. Oh, c'était épouvantable. Poirot se pencha en avant. Et vous, madame, vous aviez de l'affection pour Sir Réginald, n'est-ce pas ? Ses joues s'empourprèrent. Je l'admirais. Nous étions amis de longue date. Amis, oui, murmura Poirot. Mais peut-être espériez-vous plus. Madame Chudleigh balbutia. Certainement pas. Il était marié. Le regard de Poirot s'adoucit, mais ses paroles restèrent froides. Madame, le cœur, il n'obéit pas toujours aux règles de la bienséance, mais je n'insiste pas davantage. Merci.
Anthony Redfern entra d'un pas léger, son sourire rapide, ses manières urbaines. « Monsieur Redfern, commença Poirot, vous êtes une connaissance de Lady Eleanor ? » ?»« Oui, de Londres. Nous avons des amis communs. » »« Votre présence ici, c'était à son invitation. » »« En effet. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Et vous connaissiez Sir Reginald ? » ?»« Juste un peu. On s'est rencontrés à quelques reprises. Il ne semblait pas m'apprécier. » Poirot le regarda avec attention. « Peut-être parce qu'il vous voyait comme un rival. Vous êtes jeune, beau, attentionné envers sa femme. » Redfern sourit faiblement. « Vous l'avez dit sans détour, monsieur. Mais je vous assure que Lady Eleanor et moi ne sommes que... et des amis. » Poirot écarta délicatement les mains. « Peut-être. Mais l'amitié, parfois, elle va plus loin, n'est-ce pas? Surtout quand la richesse et la beauté s'unissent. » Le sourire de Redfern ne faiblit pas, mais son regard se durcit. « Vous suggérez beaucoup, monsieur. Mais vous ne prouvez rien. »« Exactement, » dit doucement Poirot. « Pour l'instant, je ne prouve rien. Mais chaque mensonge, monsieur, laisse une fissure, et à travers cette fissure, on voit la vérité. » Finalement, Poirot appela le docteur Lytton lui-même à la chaise. « Docteur, dit-il gravement, vous avez été le premier à déclarer Sir Reginald empoisonné. Comment en étiez-vous si certain ? » « Ses lèvres, son teint, sa rigidité, c'était évident, » répondit Lytton. Les yeux de Poirot pétillèrent, si sûrs, si immédiats. « Et vous, docteur, vous êtes aussi, comment dire, attaché à Lady Eleanor ?» Lytton sursauta. « Attaché ? Absurde. Je suis son médecin, rien de plus. » La voix de Poirot était douce mais perçante. « Vos yeux, ils trahissent, docteur. Ils errent là où ils ne devraient pas. Ils disent la vérité que vos paroles dissimulent. Si vous l'aimiez et que Sir Reginald vous bloquait la route, eh bien, voilà un autre motif. » Le docteur Lytton se leva, troublé. « C'est scandaleux. Je ne veux pas être accusé. » Poirot inclina la tête sereinement. « Aucune accusation, monsieur. Juste une observation. Les petites cellules grises, elles rassemblent. Elles ordonnent. Elles parleront, en temps voulu. » Un par un, les suspects partirent, laissant Poirot seul dans le salon. Il ferma son carnet, joignit les mains et resta assis, parfaitement immobile, les yeux mi-clos. Dehors, la brume humide recouvrait les pelouses d'Ashcombe. À l'intérieur, les fils du mobile et de la tromperie commençaient à se tisser en un filet que lui seul pouvait démêler. Chapitre 5. Les fausses pistes. À l'extérieur, la brume s'épaississait à mesure que le jour déclinait, enveloppant le manoir d'Ashcombe d'un voile de secret humide. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante, chaque invité se déplaçant avec la conscience inquiète que le soupçon les enveloppait comme une ombre. Poirot, en revanche, semblait curieusement à l'aise, ses mouvements étant lents, sa petite silhouette errant de pièce en pièce avec l'air posé d'un homme assemblant un puzzle délicat. En fin d'après-midi, il avait réuni toute la maisonnée dans le salon. Ils étaient assis dans un silence tendu, le crépitement du feu étant le seul bruit jusqu'à ce que Poirot prenne la parole. « Messieurs et mesdames, dit-il, certains croient aux coïncidences. Hercule Poirot, lui, n'y croit pas. Regardez, Sir Reginald est mort la nuit même où il a annoncé une modification de son testament. À mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Non, c'est une relation de cause à effet. » Les regards des invités se posèrent avec inquiétude. Clara était assise, le dos raide, le regard sombre et fixe. Lady Eleanor était pâle mais posée, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Edward Markham jouait avec son bouton de manchette, Madame Chudleigh serrait son mouchoir comme une bouée de sauvetage, et Anthony Redfern se laissa aller au dossier de sa chaise, avec une expression vaguement amusée. Les moustaches de Poirot frémirent, tandis qu'il poursuivait. Et déjà, on voit des mobiles partout. La dame qui craint d'être déshéritée, la fille qui en veut à sa belle-mère, le neveu qui calcule son héritage avec trop de soin, le médecin qui aime sans discernement, la veuve qui espère plus que de l'amitié, l'étranger dont les attentions ne sont peut-être pas si innocentes. Chacun, voyez-vous, a un mobile. Redfern eut un petit rire. Ce serait plutôt facile, non ? Si nous voulions tous sa mort, impossible de dire qui d'entre nous l'a voulu. Les yeux de Poirot lancèrent des éclairs. Au contraire, monsieur. Quand tout le monde a un mobile, ce n'est pas le mobile, mais le détail qui trahit la vérité. Le détail semblait, pour l'instant, pointer dans une direction. Poirot était retourné à la bibliothèque ce matin-là et, avec la précision d'un bijoutier examinant une pierre rare,
Il avait étudié le verre qui se trouvait encore sur le bureau de Sir Reginald. Un léger résidu cristallin s'accrochait au bord, presque invisible, mais l'œil perçant de Poirot ne le manqua pas. Il appela le docteur Lytton. « Dites-moi, docteur, que suggère votre science? Ce résidu, peut-être un poison facilement soluble ?» Lytton se pencha pour inspecter, les sourcils froncés. « Ça pourrait être de la digitale. C'est amer, mais dissous dans du vin ou du cognac, ça pourrait passer inaperçu. » Poirot hocha gravement la tête. « Et qui a eu l'occasion de placer une chose pareille? » « Eh bien, les domestiques, bien sûr, » s'empressa de dire Lytton. « N'importe lequel d'entre eux aurait pu apporter le verre. Ou... » Il hésita. « N'importe lequel d'entre nous, car les carafes étaient restées sur le buffet. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Vous pensez donc qu'il est possible que Lady Eleanor, ou son ami M. Redfern, ait préparé le verre? » Le médecin rougit. « Je n'ai pas dit ça. »« Non, mais tu l'as sous-entendu. » La voix de Poirot était douce, mais les mots frappèrent comme des flèches. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la maison. Le soir, on murmura que Lady Eleanor avait elle-même préparé le café de son mari, qu'elle s'était attardée dans la bibliothèque après le départ des autres. Le regard froid de Clara semblait le confirmer. Poirot, cependant, ne tira pas de conclusion hâtive. Il interrogea discrètement les domestiques. Le majordome, grave et précis, affirma que Lady Eleanor avait bien apporté son café à Sir Reginald, mais que c'était lui qui l'avait servi. La servante, timide et tremblante, se souvenait avoir aperçu Anthony Redfern dans le couloir de la bibliothèque, bien après que les autres se soient tous couchés. Poirot a tiré ses propres conclusions, et pourtant il n'en a rien dit. Ce soir-là, après le dîner, un repas tendu et peu bavard, Poirot s'assit seul dans le petit bureau qu'on lui avait prêté. Il rangea ses papiers en piles bien ordonnées, raya un nom, en encercla un autre, et finit par s'asseoir, murmurant doucement. « Il y a beaucoup d'évidence, dirait mon ami Hastings. Mais quand c'est trop évident, il faut soupçonner un piège. Le faux fuyant nage hardiment, espérant distraire. Et Hercule Poirot, lui, ne mord pas à l'hameçon. » Ses yeux se posèrent sur le feu, brillant d'une certitude tranquille. Quelque part dans la maison, des pas grinçaient. Une porte se referma doucement. Des secrets circulaient dans l'obscurité, mais déjà les petites cellules grises de Poirot s'activaient à distinguer les fausses pistes des vraies. Chapitre 6. Un indice détaillé. Le lendemain matin, l'aube était grise et calme, l'air lourd après l'orage. Une pâle lumière filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir d'Ashcombe, et la grande demeure semblait silencieuse, comme si elle aussi attendait le lendemain. Poirot, toujours aussi précis, descendit ponctuellement à 8 heures, vêtu impeccablement et avec une moustache impeccable, comme si aucune ombre de tragédie ne planait sur la maison. La maisonnée réunie pour le petit déjeuner était silencieuse. Clara gardait le regard fixé sur son assiette, le visage pâle et crispé par une tension contenue. Lady Eleanor remuait machinalement son thé, sa cuillère tintant contre la tasse. Edward Markham dépliait le journal sans paraître comprendre un mot, tandis que Madame Chudley soupirait profondément de temps à autre. Anthony Redfern était le seul à paraître à l'aise, son sourire toujours aussi lisse, même si Poirot ne manqua pas de remarquer les regards rapides et appréciateurs qu'il lançait à Eleanor. Poirot lui-même mangea peu. Il observait plutôt. Son regard s'attarda sur les tasses, les cuillères, les plats. Puis, très doucement, il posa sa serviette et se leva. « Si vous voulez bien m'excuser, mes amis, je vais faire un petit tour dans la maison. Ça facilite la digestion et, comment dire, ça soulage aussi parfois l'esprit. » Sa promenade le ramena à la bibliothèque. Il avança lentement, la tête penchée, comme en communion avec l'atmosphère de la pièce. Au bureau où Sir Reginald s'était assis, il examina une fois de plus les papiers éparpillés. La plupart étaient des notes de succession écrites par le vieil homme. Mais l'une d'elles, partiellement pliée sous le buvard, attira l'attention de Poirot. Il la tira avec délicatesse. C'était une lettre, ou plutôt un fragment déchiré, brûlé sur les bords comme si quelqu'un avait tenté de la jeter au feu. Il en restait suffisamment pour révéler quelques mots irrésistibles. On ne peut pas le permettre, on ne doit jamais savoir. Si cela est révélé, cela ruinera. Poirot l'examina, les yeux plissés. Ah, voilà! Pas seulement de l'argent, pas seulement le testament. Il y a aussi un secret, et la tentative de détruire cette lettre, hâtive, incomplète, m'en dit long. Il remit soigneusement le fragment en place et se dirigea vers la cheminée. S'agenouillant, il passa délicatement les cendres au crible avec des pinces.
Parmi les restes gris, il trouva un autre morceau, un coin de parchemin à l'entête d'un notaire londonien. Il le brandit avec satisfaction. Alors, une affaire judiciaire? Oui. Et qui était au courant? La fille, peut-être, le neveu, certainement. Mais les autres? Non, non, c'est plus dangereux. Ce secret, il lie le cœur et la fortune. Plus tard dans la matinée, Poirot convoqua le majordome, un homme âgé d'une grande dignité. « Dites-moi, mon ami, dit doucement Poirot, la nuit de la mort de Sir Reginald, qui a préparé le plateau avec le café? »« Oui, monsieur, répondit promptement le majordome, comme toujours. J'ai servi 2 tasses. Sir Reginald prenait toujours du café après le dîner, tout comme Lady Eleanor. J'ai disposé les tasses sur le plateau avec du sucre et de la crème, et j'ai posé le tout sur le buffet de la bibliothèque. Et qui a apporté le plateau à Sir Reginald? Madame, monsieur, Lady Eleanor. Elle le faisait souvent. Elle porta elle-même la 2e tasse jusqu'au canapé, où elle resta assise un moment avant de se retirer. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah oui! 2 coupes, une pour Sir Reginald, une pour Lady Eleanor, et pourtant, lui seul est mort. Le majordome hésita. C'est vrai, monsieur. Mais je me souviens que monsieur Redfern est entré dans la pièce à un moment donné, après le départ de madame. Il était seul, ne serait-ce qu'1 minute. Les moustaches de Poirot se relevèrent. Merci, mon ami. C'est très intéressant. À midi, Poirot se promenait dans les jardins avec Clara. Elle était tendue, la voix hachée. Vous avez parlé à tout le monde. Vous voyez bien, monsieur Poirot, que c'est Éléonore. Elle avait tout à perdre avec le Nouveau Testament de père. Et elle lui a apporté la coupe empoisonnée de ses propres mains. Poirot la regarda gravement. Il est tentant, mademoiselle, de croire à la simplicité. Mais je me demande, si Lady Eleanor souhaitait la mort de son mari, lui porterait-elle le café aussi publiquement? Ne trouverait-elle pas un moyen plus subtil? Non. La voie évidente, c'est parfois celle que choisit celui qui veut jeter le doute ailleurs. Clara fronça les sourcils. Alors tu penses qu'elle est innocente? Poirot secoua doucement la tête. Je ne pense rien encore. J'observe. Et je vous dis ceci. La vérité ne se cache pas dans les grandes choses, mais dans les petites. Considérez, mademoiselle, les 2 tasses de café. Pourquoi une mort, et pas 2? Ce soir-là, Poirot était assis seul dans le salon, les fragments de lettres déchirées étalés devant lui. Ces mots résonnaient dans sa tête. Ne doit jamais savoir. Ruiné. Son regard se porta sur la cheminée, où une petite horloge tic-taquait doucement. Il se pencha en avant et l'examina avec une intensité soudaine. Les aiguilles avaient été manipulées, le fond était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, un morceau de papier plié avait été caché, presque oublié. Poirot le retira d'une main délicate. C'était une note de la main même de Sir Reginald, rédigée à la hâte et tachée. « Ce soir, je dois agir. Je connais désormais la vérité. Si elle est révélée, une vie ici sera détruite. Je ne peux pas le permettre. » Poirot se rassit, les yeux brillants. « Mon Dieu, ce n'est pas seulement un testament, c'est du chantage. Et la victime, il avait choisi de la protéger. Mais qui était-ce? C'est le détail qui reste, le détail qui révélera la main qui a tué. » Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le 3e jour, le manoir d'Ashcombe semblait plongé dans une obscurité pesante. L'orage était passé, mais son écho persistait dans le silence agité des couloirs, dans les regards furtifs échangés entre ceux qui étaient contraints à une compagnie inquiète. La suspicion flottait dans l'air comme une fumée. Chaque conversation était teintée de peur, chaque silence semblait cacher un secret. Poirot, cependant, traversait la tension avec son sang-froid habituel. Ses chaussures vernies claquaient avec précision sur le parquet ciré. Ses mains jointes dans le dos, son regard perçant ne perdant rien. Ce fut ce matin-là qu'il commença à démêler les fils de la tromperie avec une subtile précision. La première fissure apparut dans la façade d'Edward Markham. Poirot lui rendit visite à la bibliothèque, où Édouard feignait de fouiller dans les papiers juridiques de Sir Reginald. « Vous êtes diligent, monsieur, » observa doucement Poirot. « Si diligent, en fait, qu'on pourrait presque vous soupçonner de dissimuler plutôt que de découvrir. » Édouard rougit. « Je voulais juste m'assurer que rien d'important ne soit perdu. » Poirot haussa les sourcils. « Perdu? Ou retrouvé? Par exemple, une lettre de l'avocat de Sir Reginald. » Il tapota le fragment plié qu'il avait découvert près de la cheminée. « Peut-être savez-vous de quoi il s'agit ?» Édouard balbutia, puis se tut. Il finit par murmurer «
C'était une question d'héritage. Sir Reginald avait commencé à se méfier de certaines revendications sur le domaine. Des revendications de qui? Insista Poirot. La mâchoire d'Édouard se crispa. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais oui, c'est à vous de le dire, rétorqua Poirot d'une voix douce mais implacable. La vérité, monsieur, elle sortira, que ce soit de votre bouche ou de celle d'un autre. Édouard se détourna, les épaules raidies. Je ne parlerai plus sans conseil. Les yeux de Poirot brillèrent. Alors, tu admets déjà qu'il y a encore quelque chose à dire. Bon, ça suffit pour le moment. Plus tard dans la journée, Poirot rencontra le docteur Lytton dans le petit fumoir. Le médecin allumait un cigare, mais ses mains tremblaient légèrement. « Docteur, dit doucement Poirot, vous avez été prompt à déclarer qu'il y avait eu poison. Trop vite, peut-être. On se demande. Était-ce une certitude ou une prescience ?» Lytton se raidit. « Je suis un homme de science. J'ai immédiatement reconnu les symptômes. » Poirot inclina la tête. « C'est ce que vous dites. Et pourtant, dites-moi, n'avez-vous pas un jour prescrit de la digitaline à Lady Eleanor pour la calmer ?» Le visage du médecin pâlit. « Comment saviez-vous cela ?» Poirot sourit faiblement. « C'est mon affaire de savoir. Et si vous aviez une telle drogue en votre possession, eh bien, vous vous trouvez dans une situation délicate. Un poison à portée de main, un mobile au cœur. De telles choses pèsent lourd. » Lytton prit une profonde inspiration, le bout de son cigare luisant intensément. « Oui, je tenais à elle. Mais cela ne veut pas dire que je ferai du mal à Sir Reginald. Vous devez me croire. »« Vous croyez ?» murmura Poirot. « Non, docteur. Je n'y crois pas. Croire. J'observe. Et ce que j'observe, c'est un homme dont le cœur le trahit plus que ses paroles. » Les mensonges s'épaissirent lorsque Poirot reparla à Madame Chudleigh. Elle avait passé la matinée à pleurer, mais sous la surface de son chagrin se cachait quelque chose de plus profond. « Madame, dit doucement Poirot, votre affection pour Sir Reginald n'est pas passée inaperçue. Peut-être, si son Nouveau Testament vous a déçu, aviez-vous des raisons de lui en vouloir ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment oses-tu ? J'étais son ami, rien de plus. »« Ah, mais l'amitié est parfois, on espère plus, n'est-ce pas ?» La voix de Poirot était bienveillante, mais ses yeux brillaient. Et quand l'espoir est déçu, l'amertume demeure. Madame Chudleigh serrait furieusement son mouchoir. « Vous me prenez pour une idiote, monsieur Poirot. Mais je vous le dis, Reginald n'aimait pas Eleanor. Il l'a épousée par vanité, pour sa jeunesse à ses côtés. Il se confiait souvent à moi. Et oui, j'avais espéré... » Elle s'interrompit, le souffle court. « Mais ce n'est pas un crime. Non, madame, dit doucement Poirot, ce n'est pas un crime. Mais c'est un mobile. Et on ne prend pas les mobiles à la légère. » Ce fut cependant une remarque imprudente d'Anthony Redfern qui fut la plus intrigante de toutes. Poirot le rencontra sur la terrasse où le jeune homme était adossé à la balustrade, fumant, le regard fixé sur les pelouses embuées. « Vous ne semblez pas troublé, monsieur, » observa Poirot. Redfern sourit nonchalamment. « Je ne vois aucune raison de ruminer. Le vieil homme était voué à mourir tôt ou tard. » Les yeux de Poirot s'aiguisèrent. « Le vieillard, dites-vous. Et pourtant vous le connaissiez peu. Pourquoi, alors, parlez-vous comme si sa mort était prévisible ?» Redfern jeta sa cigarette dans le gravier. Un homme de 70 ans avec un problème cardiaque. Ce n'était guère une surprise. La voix de Poirot était douce. Curieux, car seul le médecin a parlé de faiblesse cardiaque. Et pourtant, vous le saviez. Redfern marqua une pause, puis haussa les épaules avec insouciance. Lady Eleanor l'a peut-être mentionné. « Ah !» murmura Poirot. « Alors, vous et Lady Eleanor avez parlé de la santé de son mari. Des conversations intimes, peut-être? Des conversations dangereuses ?» Le sourire de Redfern s'estompa. « Vous déformez tout, monsieur Poirot, mais vous ne me piégerez pas si facilement. » Poirot s'inclina légèrement. « On verra, monsieur. On verra. » Ce soir-là, Poirot était de nouveau assis dans le salon. Les fragments de lettres brûlées, les témoignages des domestiques, les motivations embrouillées de chaque invité étaient disposés devant lui comme des pièces d'échecs sur un échiquier. Des mensonges avaient fait surface, minces, fragiles, mais révélateurs. Chaque dissimulation, chaque hésitation, chaque contradiction. C'était comme si les suspects eux-mêmes se dessinaient un portrait de culpabilité. Poirot ferma son carnet, son expression grave mais triomphante. « Les mensonges se multiplient, murmura-t-il. Mais les mensonges sont comme les mauvaises herbes du jardin, laides, communes, et elles étouffent la vérité. Pourtant, avec patience et méthode,
on les arrache, et en dessous, la fleur de la vérité s'épanouit. Ah, mon Dieu, elle apparaît enfin. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le soleil matinal brillait faiblement à travers les hautes fenêtres du manoir d'Ashcombe, ses pâles rayons ne parvenant guère à dissiper l'atmosphère de terreur qui planait sur la maisonnée. Le petit déjeuner fut tendu. Clara mangea en silence, les lèvres pincées. Edward s'occupa de la marmelade comme si sa seule existence exigeait toute son attention. Madame Chudleigh s'essuyait les yeux sans cesse. Anthony Redfern affichait son charme insouciant habituel. Et Lady Eleanor, pâle et posée, resta assise, même si ses mains tremblèrent légèrement en levant sa tasse. Poirot, toujours aussi soigné, les observait tous d'un regard qui semblait transpercer leur chair. Il sirota son chocolat avec attention, s'essuya les lèvres avec une serviette pliée, puis la reposa définitivement. « Messieurs et mesdames, dit-il calmement, il est temps de nous rapprocher un peu plus de la vérité. J'ai déjà vu les mensonges. Ils sont nombreux. Mais au-delà, il y a quelque chose de plus grand, la peur. Et aujourd'hui, je crois que cette peur parlera. » La première lueur vint de Clara. Plus tard dans la matinée, Poirot la trouva arpentant la longue galerie où des portraits ancestraux la fixèrent d'un regard sombre. « Vous nous harcelez avec vos questions, monsieur Poirot, » s'exclama-t-elle d'une voix tendue. « Pourquoi ne le dites-vous pas franchement? Vous croyez Éléanore coupable, vous devez le croire. Tout le monde le croit. » Poirot inclina la tête. « Vraiment, mademoiselle? Ou est-ce seulement vous qui le souhaitez ?» Clara rougit violemment. Elle l'a empoisonné. Je le sais. Elle en avait l'occasion, le mobile. Elle est mensongère, jusqu'au bout des ongles. Et maintenant, elle héritera de tout, tandis que la vraie famille sera mise de côté. Poirot la regarda avec beaucoup de douceur. « Mademoiselle, je me pose la question suivante. L'accusez-vous parce que c'est la vérité, ou parce que vous voulez que ce soit la vérité? La haine est un prisme puissant, mais elle déforme le regard. » Ses yeux brillèrent. « Tu crois que je mens? Tu crois que je tuerais mon propre père ?» Poirot leva une main apaisante. « Non, non. Je ne vous accuse de rien. Je vous demande simplement, cherchez-vous vraiment à rendre justice à votre père ou à vous venger de votre belle-mère ?» Clara trembla un instant, le visage pâle. Puis elle se détourna, silencieuse, les mains serrées. Le regard de Poirot s'attarda pensivement sur elle, mais il n'insista pas davantage. Ce fut plus tard, dans la véranda, que la véritable fracture émotionnelle s'ouvrit. Lady Eleanor était assise seule, contemplant à travers la vitre la brume qui flottait sur les pelouses. Poirot s'approcha doucement, son pas léger sur le carrelage. « Madame, dit-il doucement, pardonnez-moi si je vous dérange, mais beaucoup de choses vous préoccupent. » Eleanor se retourna, les yeux brillants de larmes retenues. « Vous nous observez tous avec une telle précision, monsieur Poirot. Ça vous plaît? De nous voir trébucher sous le soupçon? » Poirot écarta les mains. « Apprécier? Non, c'est mon devoir. Mais pour vous, madame, le fardeau est lourd, n'est-ce pas? Les soupçons pèsent-ils trop facilement sur vous? » Son sang-froid vacilla. « Oui. Ils pensent tous que c'était moi. Même Clara me regarde comme si j'avais planté un couteau dans le cœur de son père. Mais je vous jure, monsieur Poirot, que je ne l'ai pas empoisonné. Quoi que vous puissiez croire, je l'aimais. » Poirot haussa légèrement les sourcils. « L'aimiez-vous, madame, ou le tolériez-vous » Eleanor porte une main à ses lèvres. Il était difficile, sévère, possessif. Parfois je me sentais prisonnière dans cette maison. Mais il m'a donné la sécurité, et je lui ai donné la loyauté. C'était notre marché. Peut-être pas de romance, mais pas de haine non plus. Poirot la regarda avec sympathie. Et pourtant, il y a plus. Quelque chose que vous cachez. Le secret que Sir Reginald entendait protéger. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu sais? Je sais qu'il y avait un tel secret. Je ne peux pas encore dire s'il vous concernait. Eleanor baissa la tête. Si cela était révélé, je suis ruinée. Non pas par la loi, mais par ma réputation. C'est pourquoi il a brûlé la lettre. Il voulait me protéger. Elle leva les yeux, un regard implorant. Si vous me dénoncez, je suis perdu, monsieur Poirot. L'expression de Poirot s'adoucit, mais son regard resta perçant. Madame, si vous êtes innocente du meurtre, la vérité de ce secret ne vous anéantira pas. Mais si vous dissimulez l'essentiel, vous offrez alors refuge au meurtrier. Une larme coula sur sa joue. Je ne peux pas encore. Donne-moi du temps, s'il te plaît. Poirot inclina gravement la tête. Le temps est la seule chose qui nous manque, madame.
mais j'attendrai un peu. Ce fut dans l'après-midi que le véritable point de rupture survint. Madame Chudleigh, qui s'agitait nerveusement dans la maison, finit par s'effondrer sur une chaise du salon, sanglotant sans retenue. Poirot, entrant discrètement, se tint devant elle, les bras croisés. « Madame, dit-il doucement, vous pleurez beaucoup, mais je crois que vous ne pleurez pas seulement pour Sir Reginald. Vous pleurez pour vous-même, pour quelque chose que vous avez caché. » Elle leva son visage baigné de larmes. « Vous êtes cruel, monsieur Poirot. Devez-vous nous mettre à nu ?» La voix de Poirot était très douce. « Seulement pour que la vérité soit connue. Et vous, madame, vous savez quelque chose que les autres ignorent. Vous devez le dire maintenant. » Ses mains tremblaient. Finalement, elle murmura « Je l'ai vu, cette nuit-là, dans le couloir. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Vous avez vu qui, madame ?»« Anthony Redfern, halta-t-elle. Il était minuit passé. Il quittait la bibliothèque. Il a eu l'air surpris en me voyant, et il a dit qu'il s'était égaré dans sa chambre. Mais je savais que c'était un mensonge. » Les yeux de Poirot brillèrent de triomphe. « Ah, enfin, la lumière tombe. Monsieur Redfern, dans la bibliothèque à l'heure de la mort. Et il ment pour le cacher. Très intéressant. » Ce soir-là, alors que la maisonnée se réunissait une fois de plus dans la sombre salle à manger, le regard de Poirot s'attarda sur chacun d'eux à tour de rôle. « Les émotions, murmura-t-il, trahissent plus que les mots. La haine de Clara, la peur d'Elénor, la confession de Chudleigh. Tout révèle ce qui se cache derrière. Le masque commence à tomber, mes amis, et bientôt, nous verrons le visage qui se cache derrière. » Chapitre 9. Le piège. Le soir s'installa sur Ashcombe dans un calme solennel. L'air du manoir semblait chargé, comme si les murs eux-mêmes attendaient un jugement. Poirot, méticuleux comme toujours, avait insisté pour qu'on se réunisse dans la bibliothèque, la pièce même où Sir Reginald avait trouvé la mort. Les candélabres étaient allumés, leurs flammes projetant de longues ombres sur les étagères et les sombres portraits à l'huile qui ornèrent les murs. La maisonnée se rassembla à contre-cœur, chaque visage trahissant un malaise. Clara se redressa brusquement, les mains serrées sur ses genoux. Edward Markham se tenait près de la cheminée, agité et transpirant. Lady Eleanor prit place, l'air serein, mais les joues pâles. Madame Chudleigh s'essuya le front avec un mouchoir en dentelle, tandis qu'Anthony Redfern se prélassait nonchalamment dans un fauteuil, le regard vif et alerte. Le docteur Lytton se tenait à l'écart, les mains derrière le dos, le visage sombre. Poirot entra le dernier, ne portant rien d'autre que son petit carnet. Il s'inclina légèrement et prit place devant l'âtre. « Mesdames, messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais vibrante, nous sommes réunis parce que la vérité, elle s'est cachée assez longtemps. L'un d'entre vous est assis ici ce soir, l'âme souillée par le meurtre. Hercule Poirot a vu les mensonges, il a percé les secrets, et maintenant, il va vous montrer le chemin de la vérité. » Un frisson parcourut le groupe. Personne ne parla. Poirot consulta son carnet d'un air posé. « Rappelons les faits. Sir Reginald Whitcomb est mort empoisonné, versé dans son café le soir de sa déclaration. Il y avait 2 tasses, une pour lui, une pour Lady Eleanor. Pourtant, seule la sienne était empoisonnée. Curieux, n'est-ce pas? Un meurtrier qui choisit avec autant de précision. » Il tourna lentement son regard vers eux. Qui en avait l'occasion? Lady Eleanor portait le plateau. Mais le majordome versa les 2 tasses, et d'autres, oui, d'autres, entrèrent ensuite dans la pièce. Notre bonne Madame Chudleigh avoue avoir vu M. Redfern vers minuit, quittant la bibliothèque. Pourquoi mentir, si ce n'est pour dissimuler sa culpabilité? Le sourire de Redfern vacilla. C'était innocent, monsieur. Je me suis simplement égaré. Les moustaches de Poirot frémirent. C'est ce que vous dites. Mais la vérité était moins polie, je crois. Et puis, il y a le docteur Lytton, avec sa connaissance approfondie des poisons. Un médecin qui aime là où il ne devrait pas aimer, qui pourrait voir dans la mort de Sir Reginald la liberté d'une femme qu'il désirait. Un mobile, oui. Lytton se raidit. J'aimais Lady Eleanor, mais je ne suis pas un tueur. Les yeux de Poirot brillèrent. Peut-être. Et puis, Edward Markham, le neveu. Un testament qui le déshériterait anéantirait ses espoirs. Il connaissait les affaires immobilières, il avait accès aux documents, il craignait même les secrets qu'ils contenaient. Lui aussi avait raison. Edward rougit et balbutia. « Ça ne veut pas dire… » Poirot leva la main. « Patience, monsieur. Je n'accuse pas encore, j'observe. Et mademoiselle Clara, elle détestait sa belle-mère. Elle voyait dans le remariage de son père une trahison envers sa première famille,
Envers elle-même, sa haine est brûlante. Les yeux de Clara brillèrent. Je ne lui ferai jamais de mal. Quoi que tu en penses, j'aimais mon père. Poirot hocha gravement la tête. Peut-être. Mais l'amour n'est pas toujours pur. Il est parfois rongé par le ressentiment. Le silence s'épaissit. Poirot croisa les mains. Maintenant, mes amis, venons-en aux détails. C'est toujours le moindre détail qui trahit le crime. Sir Reginald écrivait à son bureau ce soir-là. Ses notes sont précises, jusqu'aux dernières lignes, où elles sont hâtives, inégales. Pourquoi? Parce qu'il a été interrompu. Quelqu'un est entré dans la bibliothèque. Quelqu'un qu'il connaissait. Quelqu'un en qui il avait confiance. Et puis, les tasses de café. 2 tasses, dont une empoisonnée. Dites-moi, comment un meurtrier s'assure-t-il que le poison n'atteigne que sa victime? Il n'y a qu'un seul moyen. Il empoisonne non pas la tasse, mais le sucre. Sir Reginald mettait toujours du sucre dans son café. Lady Eleanor non. Le meurtrier comptait sur cette habitude. Et donc, lorsque Sir Reginald sucre sa boisson, la mort est arrivée. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Poirot leva un doigt. Qui connaissait ce petit détail? Seuls ses proches, qui l'observaient souvent à table. Pas les domestiques, qui servaient, mais la famille et ceux qui dînaient avec lui. Voilà l'indice, mes amis. Pas le testament, ni l'héritage, mais le sucre. Son regard les parcourut, se posant d'abord sur Clara, puis sur Edward, puis sur Eleanor. Enfin, ils se fixèrent sur un visage avec une précision glaciale. Et le sucre. Ah, il était déjà préparé, car dans le résidu sur la cuillère, j'ai trouvé des traces de poison. Cette cuillère avait été trempée dans le bol avant d'atteindre la tasse. Une main l'avait préparée à l'avance, et cette main appartient à... Poirot s'arrêta, laissant le silence vibrer comme une corde tendue. Le meurtrier. Chapitre 10. La révélation. Le silence dans la bibliothèque était presque insupportable. Les flammes des candélabres vacillaient, projetant des ombres agitées sur les murs, comme si les portraits des ancêtres Whitcomb se penchaient pour assister à l'instant. Tous les visages présents dans la pièce étaient tendus, attendant les mots qui décideraient de leur sort. Le regard de Poirot s'attarda encore un instant sur le groupe, ses yeux noirs perçants, ses moustaches hérissées d'autorité. Puis, il parle. La main qui a empoisonné Sir Reginald Whitcomb était la main de Edward Markham. Un hoquet parcourut l'assemblée. Clara se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Edward, non, c'est impossible. » Lady Eleanor couvrit sa bouche de doigts tremblants, tandis que Madame Chudley laissait échapper un cri étranglé. Le docteur Lytton avait l'air sombre mais sans surprise. Redfern se pencha brusquement, l'amusement disparut. Edward recula d'un pas, le visage blême. « C'est un mensonge. Tu n'as aucune preuve. » Le doigt de Poirot se leva, précis, inexorable. « Au contraire, monsieur, j'en ai la preuve la plus exacte. Voyez-vous, le poison était placé dans le sucre, pas dans le café, ni dans la tasse. Sir Reginald était le seul à consommer du sucre. Lady Eleanor, jamais. Et ce petit détail n'est pas de notoriété publique. Mais vous, Edward, vous dîniez le plus souvent avec lui. Vous prépariez son plateau lors de vos visites. Vous l'observiez, ajoutant toujours du sucre. Vous seul étiez en mesure d'exploiter cette habitude. » Les lèvres d'Edward s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La sueur luisait sur son front. Poirot poursuivit d'une voix douce et pourtant impitoyable. De plus, la cuillère du bol portait des traces. Ce n'était pas un hasard, c'était de la préméditation. Quelqu'un a manipulé le sucre avant de servir le café. Qui avait accès au bureau où étaient conservés les comptes de la maison et les réserves de bonbons? Vous, monsieur, vous, le neveu de confiance, avec vos clés et vos papiers toujours sous votre garde. Clara secoua la tête avec emportement. « Mais pourquoi, Edward? Pourquoi ?» Poirot se tourna vers elle avec une gravité solennelle. « Parce que, mademoiselle, votre cousin craignait le Nouveau Testament. Il savait que Sir Reginald avait l'intention de le supprimer, de révéler sa mauvaise gestion de certains fonds. Le fragment de lettre que j'ai découvert parlait de ruine. Oui, ruine pour Edward Markham. Le vieil homme avait appris que son neveu avait détourné l'argent de sa succession pour ses propres projets. Un Nouveau Testament, et Edward était perdu. Lady Eleanor poussa un petit cri. Ce n'était donc pas moi, ça n'a jamais été moi. Poirot inclina la tête. Madame, ce n'était pas vous. Bien que vous ayez dissimulé une autre affaire, votre secret n'était pas la cause de la mort de Sir Reginald. Le véritable secret était le détournement de fonds d'Edward, et Sir Reginald avait l'intention de le révéler.
Cette nuit-là, Edward a agi, froidement, délibérément, pour le réduire au silence, à jamais. Edward perdit son sang-froid. « Je n'avais pas le choix !» s'écria-t-il. Sa voix tremblait, rauque et désespérée. « Il m'aurait détruit, tout, perdu. Je voulais juste retarder le moment, l'effrayer. Je pensais que la dose le rendrait malade, rien de plus. Mais... » Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, monsieur, toujours la même excuse. Vous lui avez donné la mort, et maintenant vous dites que c'était involontaire. Mais c'était un meurtre tout de même. » Les autres le regardèrent avec horreur. Madame Chudleigh sanglotait dans son mouchoir. Clara se couvrit le visage, incapable de regarder sa cousine. Poirot se redressa d'un ton ferme. « La police arrivera bientôt, maintenant que les routes sont dégagées. Ils trouveront tout en ordre, grâce à Hercule Poirot. Vous, Edward Markham, répondrez du meurtre de Sir Reginald Whitcomb. » La pièce était silencieuse. Edward s'affala sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Autour de lui, les autres restaient assis dans un silence stupéfait, chacun réfléchissant à la fragilité de la nature humaine et aux ténèbres que peuvent engendrer l'avidité et la peur. Poirot lissa sa moustache, le regard grave mais satisfait. « C'est fini. La vérité, elle, est toujours simple, une fois révélée. On empoisonne non seulement avec une fiole, mais avec le petit détail oublié par les autres. Et c'est par le petit détail qu'Hercule Poirot révèle la vérité. » Il referma son carnet avec un léger claquement. L'affaire était close. Chapitre 11. Le reflet. La maison d'Ashcombe était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. La tempête était passée, le meurtrier démasqué, et pourtant le silence était désormais pesant, chargé des conséquences de la révélation. Dans le salon, les invités s'attardaient, discrets, chacun plongé dans ses pensées troublées. Clara se tenait près de la grande fenêtre, contemplant la brume qui s'étalait sur les pelouses. Son visage, pâle et tendu, trahissait plus de tristesse que de soulagement. Lady Eleanor était assise près du feu, les mains jointes, fière de sa posture, mais le regard hanté. Madame Chudleigh s'essuyait les yeux, le chagrin mêlé de stupeur, tandis que le docteur Lytton fumait dans un silence maussade. Anthony Redfern, inhabituellement sobre, s'appuyait contre la cheminée, son sourire habituel absent. Poirot était assis à l'écart, parfaitement calme, sa petite silhouette impeccable dans son costume gris. Il polit sa moustache avec un mouchoir, puis le posa et regarda l'assemblée avec une gravité sereine. « Mesdames, messieurs, dit-il doucement, vous voyez maintenant la tragédie qui survient lorsque l'avidité et le désespoir s'emparent du cœur. Sir Reginald Whitcomb était un homme d'orgueil, d'une volonté de fer, peut-être même d'une grande sévérité, mais il ne méritait pas une telle fin, de la main de quelqu'un en qui il avait confiance. » Clara se retourna brusquement. « J'ai du mal à y croire. Edward, mon propre cousin, je le croyais faible, certes, et calculateur, mais pas un meurtrier. » Poirot inclina la tête. « C'est souvent le cas, mademoiselle. On se dit, le meurtrier est quelqu'un d'autre, quelqu'un de monstrueux. Mais non, c'est souvent un homme ou une femme ordinaire, rongé par la peur, l'avidité, la colère. L'empoisonneur sourit au dîner, parle poliment, et, l'instant d'après, prépare la coupe de la mort. » La voix de Lady Eleanor tremblait. « Et pourtant, je suis moi aussi coupable. Non pas de meurtre, mais de tromperie. J'ai caché la vérité que vous avez évoquée, monsieur Poirot. Mon secret, mon passé, m'aurait détruite si Sir Reginald l'avait révélé. » Poirot leva doucement la main. « Madame, vous n'êtes pas coupable de sa mort. Sir Reginald, il cherchait à vous protéger, pas à vous ruiner. Quelles que soient les ombres qui planent sur votre passé, c'est à vous de les apaiser. Mais rassurez-vous, vous ne l'avez pas empoisonné. » Ses yeux se remplirent d'eau de larmes, mais elle baissa la tête en signe de gratitude silencieuse. Madame Chudleigh poussa un profond soupir. « Et qu'advient-il d'Ashcombe maintenant? Il est maudit, je crois. Mort, trahison, déshonneur. » Poirot la regarda gravement. « Non, madame, ce n'est pas la maison qui est maudite, mais le cœur des hommes qui se laissent aveugler par l'ambition. Ashcombe survivra. Quant à savoir si ceux qui y résident survivront, c'est une autre affaire. » Une voiture arriva aux portes avant le crépuscule, amenant l'inspecteur local et ses hommes. Edward Markham fut emmené, pâle et brisé, ses protestations faibles et vaines. Clara détourna le visage, incapable de regarder. Lady Eleanor se tenait là, telle une statue,
l'expression indéchiffrable. Quand tout fut terminé, Poirot prit son chapeau et ses gants. À la porte, Clara s'approcha de lui avec hésitation. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, vous nous avez dit la vérité. Je vous remercie, même si c'est une vérité amère. » L'expression de Poirot s'adoucit. « La vérité, mademoiselle, est souvent amère, mais elle est toujours nécessaire. Sans elle, pas de paix. » Il inclina la tête, les yeux brillants d'une pointe de mélancolie. « Souviens-toi de ceci. La justice ne consiste pas toujours à punir le coupable. Parfois, c'est comprendre pourquoi le crime a été commis. Et parfois, c'est un avertissement que d'autres pourraient encore s'écarter de cette voie. » Clara hocha lentement la tête, les yeux fixés sur lui avec un mélange de tristesse et de respect. Poirot sortit dans la fraîcheur du soir. La brume recouvrait encore les pelouses, mais une faible étoile brillait dans le ciel qui se dégageait. Il s'arrêta, ajusta son chapeau avec précision et murmura « La vanité, la cupidité, la passion, elles détruisent, mais les petites cellules grises, elles, rétablissent l'ordre. Et l'ordre, c'est tout. » Sur ce, Hercule Poirot descendit les marches du manoir d'Ashcombe, sa silhouette petite mais indomptable, laissant derrière lui une maison à jamais modifiée par la révélation de la vérité. Chapitre 12. La sortie silencieuse. Le lendemain matin, un étrange calme régnait. Les fortes pluies s'étaient dissipées et le soleil d'octobre perçait un voile de brume, projetant de longs rayons dorés sur les pelouses humides du manoir d'Ashcombe. Des oiseaux chantaient timidement dans les branches ruisselantes, comme pour vérifier si le monde était à nouveau sûr. À l'intérieur de la maison, cependant, l'ambiance était morose. Les domestiques se déplacèrent silencieusement, leurs murmures retenus, leurs regards méfiants. L'ombre du crime planait encore dans chaque couloir. Bien qu'Edward Markham fût parti, le souvenir de sa trahison semblait gravé dans les pierres mêmes du manoir. Poirot descendit le grand escalier à 8 heures précises, sa valise déjà en main. Il était impeccable comme toujours, son costume impeccable, pas un pli, pas un cheveu de travers, ses moustaches luisantes d'une symétrie parfaite. Il trouva Lady Eleanor qui l'attendait dans le petit salon, le visage pâle mais calme. « Vous partez si tôt, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle doucement. « Mais bien sûr, madame, » répondit Poirot. « Ma mission ici est terminée. La vérité a été révélée. L'ordre est rétabli. Pour Hercule Poirot, il n'y a plus rien à faire. » Eleanor hésita, puis dit « Je te dois toute ma gratitude. Sans toi, la suspicion m'aurait ruiné. Pourtant, même maintenant, je ne peux m'empêcher de me sentir diminué. Ashcombe ne sera plus jamais la même. » Poirot inclina gravement la tête. « Non, madame, Ashcombe ne sera plus la même. Mais peut-être est-ce ainsi. Une maison ne vit pas de ses pierres, mais de ceux qui l'habitent. C'est vous, madame, qui devez choisir ce que deviendra Ashcombe. » Ses yeux se baissèrent et elle murmura « Et si j'échoue ?» Le regard de Poirot s'adoucit. « Alors un autre réussira. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Le passé pèse lourd, mais il ne nous enchaîne pas à jamais. » Clara apparut dans l'embrasure de la porte, le visage encore marqué par le chagrin. Elle s'avança d'une voix basse mais assurée. « Monsieur Poirot, je me suis trompée au sujet d'Elénor. Je l'ai accusée du pire, alors que c'était Edward depuis le début. Pouvez-vous me pardonner ?» Poirot la regarda avec bienveillance. « Mademoiselle, ce n'est pas moi qui dois pardonner, mais elle. Mais rassurez-vous, votre erreur était du cœur, pas de la main. La haine obscurcit le jugement, oui, mais elle ne tue pas. Apprenez-en, et la mort de votre père ne sera pas totalement vaine. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête en silence. À la porte, Madame Chudleigh s'approcha précipitamment, serrant son mouchoir. « Oh, monsieur Poirot, quelle journée épouvantable! Je crains de ne plus jamais dormir paisiblement. » Poirot s'autorisa un léger sourire. « Au contraire, madame. Vous dormirez mieux, sachant que la vérité n'est plus cachée. C'est l'inconnu qui tourmente l'âme. » Elle renifla bruyamment et déclara « Tu as raison, bien sûr. Tu as toujours raison. » Poirot s'inclina avec une politesse exquise. Finalement, le docteur Lytton s'approcha, grave et réservé. Il dit doucement « Vous avez fait ce qu'aucun de nous n'aurait pu faire, Poirot. Je vous dois des remerciements, surtout pour Éléanor. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ne me remerciez pas trop vite, docteur. Le cœur, lui, aspire encore à quelque chose qui ne devrait pas. Prenez garde, car le cœur pourrait bien vous mener à nouveau à la folie. » Le docteur rougit, mais il baissa la tête. Enfin, Poirot sortit dans l'air vif du matin. La voiture attendait au pied des marches,
ses chevaux trépignant légèrement dans le froid. Il s'arrêta, jetant un dernier regard vers la maison. Les hautes fenêtres brillaient, les murs de pierre restaient silencieux, mais les échos de cette nuit fatale semblaient persister dans chaque recoin sombre. Poirot redressa son chapeau, ajusta ses gants et murmura pour lui-même de sa voix précise et délibérée. C'est toujours pareil. Vanité, cupidité, jalousie, ce sont des poisons plus mortels que n'importe quelle drogue. Mais avec les petites cellules grises, on peut percer les mensonges et restaurer un peu d'ordre dans le monde. Et pour Hercule Poirot, l'ordre est la plus haute des nécessités. Il monta dans la voiture, s'installa soigneusement sur le siège, et tandis que les chevaux s'éloignaient dans la longue allée de gravier, Hercule Poirot ferma les yeux avec une satisfaction tranquille. Derrière lui, le manoir d'Ashcombe s'estompait dans la brume matinale, ses secrets dévoilés, sa paix à jamais altérée, son avenir incertain. Mais pour Poirot, l'affaire était close.